Bonjour, excellent réveil et merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec des thématiques diverses. Donc nos invités viennent d'horizons différents avec bien sûr des événements à la clé et puis éventuellement donc des sorties très importantes d'ouvrages et d'œuvres littéraires qu'on mettra en valeur, œuvres artistiques, œuvres picturales également, donc qu'on mettra en valeur ce matin grâce à la présence parmi nous d'invités, donc qu'on va tout de suite présenter en bref. Nous aurons l'occasion de parler donc à quelques jours du mois de Ramadan, sacré de Ramadan. Donc il y aura un salon consacré à l'électroménager, aux équipements de maison. Donc ce sera du 16 au 20, on en parlera ce matin. Il y aura énormément de promotions donc adressées aux clients désirant justement profiter de cette opportunité. Et puis aussi plein de détails à révéler avec notre invité qui n'est autre que l'organisateur de cet événement, Anis Sidali. Alors aujourd'hui, nous parlerons aussi du mois de Ramadan autrement à travers justement l'art culinaire. L'art culinaire donc aujourd'hui qui a pour ambassadrice donc Siham Arhab, elle est chef cuisinière et aussi directrice d'une école d'art culinaire. Elle se prépare justement à sa manière à partager sa passion et à offrir toute sa générosité aux nécessiteux pendant le mois de Ramadan, mais aussi à offrir toute son expérience aux dames et aux hommes aussi, parce que vraiment les hommes cuisinent beaucoup plus qu'avant, désirant découvrir des recettes et des mets, voilà, hérités ou développés selon le cas. On verra avec notre chef cuisinière ce matin. Dans cette matinale, je le disais tout à l'heure, nous mettrons en valeur des œuvres littéraires, notamment celles qui relèvent de la poésie. Une poésie signée Farida Bouri Mehoub, qui sera notre invitée ce matin pour parler de son univers plein de magie, plein de rêves et plein de métaphores. Donc à l'occasion justement de la présentation d'un tout nouveau recueil en toi, In You, donc un recueil qui a pour particularité d'être édité dans les deux langues, la langue anglaise et la langue française, ainsi qu'un autre ouvrage, premier recueil de cette poétesse, Cosmique, en est le titre, et nous en parlerons aussi dans cette émission. Donc, dans le monde littéraire, nous évoquerons aussi une époque pas très connue, l'époque justement de l'ère chrétienne en Algérie antique, à travers un personnage qui est très connu, mais à travers des légendes. Mais quelle est la part de réalité liée à ces légendes de l'ouest de notre pays, où justement un nom résonnait très fort à l'époque antique, celui de Roba, donc sœur d'un évêque et qui a résisté contre l'occupation romaine à travers ses croyances et sa foi. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'en parler grâce à la présence parmi nous de son auteur, l'auteur du livre Roba, la berbère donatiste. Il s'agit de Driss Rfes qui nous fait l'honneur de venir depuis Oran. Alors voilà, aujourd'hui nous terminerons aussi avec une exposition d'art plastique. Elle est abritée par justement la galerie d'exposition de la Fondation Asla. Et c'est jusqu'au 23 mars que vous pourrez découvrir toute une brochette d'artistes, pas moins de 9 artistes exposent là-bas. Et nous aurons le plaisir de recevoir deux d'entre eux, Majid Gemroud et Mohamed Sahraoui ce matin. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Et tout de suite, voilà, c'est le coup d'envoi de cette programmation avec tout d'abord un point météo signé Amel Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver ce matin. Également. Ça va?
en forme? Oui, un peu froid au studio. Le studio est très frais ce matin. Voilà. Contrairement à dehors, il va faire chaud. Et Hein. moi, je fais comme si de rien n'était. Je suis zen. Oui, Radia Je est ne très grelottais zen. pas il y a quelques minutes. Comme on dit, zama zama. Bon, mais la chaleur, elle vient tout de suite quand vous souriez. Oh, donc, voilà. c'est gentil. Et puis bon, quand on voit les petits cercles jaunes sur les oui. cartes aussi. Eh on ben, pense ça à la s'annonce chaleur. bien. Ah oui, bien sûr. Voilà, on certains. se rapproche de plus en plus du printemps. Oui, bien sûr. exactement, oui. Mais un peu plus que le printemps même. Hein. Ah bon, hein? Ah, carrément l'été, hein, franchement, avec des C'est vrai, températures très Le élevées. mercure est monté jusqu'à 25 degrés. Jusqu'à à Alger, 30 hein. même. D'accord. dans Jusqu'à certaines 30 par régions. endroit. Oui, bon, au sud, bien sûr. Non, non, au nord. Au nord? Ah, pour aujourd'hui, oui. Ah, ben, je suis il va curieuse faire de chaud. voir. N'est-ce pas? Curieuse de voir. Alors, On y allez-y, va? donnez-nous les détails, s'il vous plaît. Merci Radia. On va Bonjour. nager alors. Hein. Ah oui, 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 on verra bien. Bonjour à tous, c'est Bon Réveil. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il va faire très chaud aujourd'hui au nord comme au sud et le ciel restera brumeux durant cette matinée. Mais sur les régions de l'Est, puis le ciel restera peu nuageux sur les Aurès, mais dégagé à l'ouest et au centre avec un temps relativement chaud à l'ouest et au centre-est du pays, également sur les régions centre. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. L'après-midi, eh bien, les températures seront plutôt très élevées, au nord comme au sud. Alors, on va commencer par le nord où le thermomètre indiquera 31 degrés du côté de Rolisane, 30 Tlemcen, 29 Oran, également Alger, 28 à Tizi Ouzou, 26 degrés à Naba, 27 Constantine, 23 degrés à Batna, 25 Djelfa, Al-Bayad, au sud, 29 degrés à Janet, 30 Gardaïa Biskra, 31 Béchar Lizi, 36 degrés Tindouf, Adrar, Insalah, 38 degrés à Ingzam et 40 degrés cette fois-ci à Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont arriver jusqu'à 30 km/h. Sur les côtes centre et est, les vents seront de secteur sud-est sur les côtes centre et est à sud-est sur les côtes est, sud-est sur les côtes centre, pardon. Vers les régions de l'ouest, eh bien, les vents varieront entre 30 et 40 km/h et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h53. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup pour C'est tous moi ces qui détails, merci. Amel. C'est On vous moi. souhaite une excellente journée. Vous Ah bah, aussi. chaudement pour aujourd'hui. Hein. Chaudement, mais Oh là là alors là là, là. si j'étais à Oran, j'aurais Ah oui nagé. N'est-ce pas? Même, non, pas trop quand même. Hein. Ouais, la mer ouais, n'est pas encore, adéquate. non, non. pas encore. Non, pas pas encore parce que bon, bah, oh, ça va. C'est moi. pas le moment, c'est pas le moment. Voilà, mais bon, les adeptes de la mer et de la Oui, Grande Bleue j'imagine. ne vont pas hésiter à plonger, Exactement. même s'il fait froid. Croyez-moi. Exactement. En tout cas, oui. voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée autant que Amel ici présente. Et puis tout de suite, je vous propose d'écouter cette chanson, donc une chanson très sympathique du groupe Day. Elle s'intitule Edjuloulia. مالي
après cette sympathique chanson du groupe Day, nous allons parler d'industrie et de production en électroménager. Donc avec notre invité Anis Sidali qui vient de s'installer. Il est organisateur, co-organisateur je dirais, et il dirige donc une entreprise, One Creative, donc l'organisme qui est à l'origine du CIEM. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup de m'inviter sur votre plateau qui est très chaleureux par l'occasion. Merci, ça fera plaisir à nos décorateurs. En tout cas, on est ravis de vous recevoir ce matin, ravis aussi d'annoncer avec vous cet événement premier du genre, donc que vous lancez après, on dira quelque part une mise en pause de ce secteur. Exactement, au fait le secteur est passé par une petite période difficile, comme partout dans le monde pendant le Covid, etc. Absolument. Et qui est sur une très très bonne relance en ce moment. Donc nous notons beaucoup de partenariats qui sont en train d'être signés entre diverses entreprises, qu'elles soient locales ou internationales et locales. Donc c'est un secteur en pleine effervescence et il y a une énorme demande par rapport aux produits électroménagers de la part des consommateurs. Absolument, c'est quelque chose de vital même. Exactement, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'occasion de renouveler leur matériel électroménager. Et justement, nous avons choisi ces dates-là qui sont juste un petit peu avant Ramadan. Absolument. Qui est une période très importante pour le consommateur algérien. Voilà, pour les foyers qui, pendant cette période, consomment énormément, utilisent plutôt énormément d'électroménager en cuisine, notamment, pas seulement. En cuisine et aussi les télévisions. Voilà, les téléviseurs, oui, parce qu'on suit les programmes. Exactement, que ce soit en journée pour passer le temps ou le soir pour suivre différents programmes qui sont diffusés sur les télés locales. Voilà. Donc généralement... Et après une longue soirée ou alors une longue journée, justement, nos ménagères ont besoin aussi de nettoyer. Et donc, elles ont recours à tout. Pas que les ménagères. Pas que les Justement, ménagères. exactement. Donc, nous notons une utilisation très variée de différents matériaux électroménagers, donc ça soit pour le nettoyage, pour la cuisine, pour le divertissement aussi. Et nous avons choisi cette période parce que généralement, selon les constructeurs eux-mêmes d'électroménagers, donc il y a une forte consommation et une forte demande de renouvellement de matériel d'électroménager pendant cette période-là. Donc nous avons choisi une semaine avant Ramadan, donc ça sera du 16 au 20 mars 2023 au Palais des Expositions SAFEX, où nous allons avoir énormément d'entreprises et où nous allons couvrir une large gamme de produits d'électroménager, que ce soit du petit électroménager jusqu'au plus grand. Donc ça va du bouilloire jusqu'au réfrigérateur, double porte, etc. Donc nous avons une forte participation de diverses entreprises. Nous avons un énorme engouement par rapport aux consommateurs et aux visiteurs qui sont en train de nous demander par message, par téléphone, qu'est-ce qu'il y aura comme marque, qu'est-ce qu'il y aura comme produit, qu'est-ce qu'il y aura comme promotion. Qu'est-ce qu'il y aura surtout comme promotion. Justement, nous avons invité tous les participants à jouer le jeu et à faire des promotions exceptionnelles par rapport au mois de Ramadan. Et ils ont tous accepté de faire des promotions. Donc ça sera l'occasion pour tout le monde de venir visiter et nous invitons tout le monde à venir. Et ça sera, Inch'Allah, un très très bel événement. On vous le souhaite. En tout cas, c'est une première, on disait, première édition pour ce salon, à qui on souhaite, bien sûr, auquel on souhaite plutôt pérennité et longévité. Donc, on va parler un petit peu de vos attentes à vous en tant qu'organisateur. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez, justement, à travers ce salon, l'organisation de ce salon? Notre premier but, au fait, c'est d'offrir une panoplie de produits à tous les consommateurs, donc algériens. Et aussi de montrer cette vitrine industrielle que nous avons développée en Algérie, qui pourrait être intéressante aussi pour les gens qui peuvent venir visiter pour exporter le produit vers d'autres pays, qu'ils soient pays africains, européens ou pourquoi pas asiatiques. Parce que nous avons en Algérie un très bon produit qui répond aux normes internationales. Donc c'est l'occasion de montrer toute cette panoplie et cette vitrine que nous avons et pourquoi pas développer plus tard, avoir des produits innovants, peut-être développer des filiales de recherche et de développement qui pourront avoir une concurrence avec les dernières technologies à l'international, développer tout ce secteur-là qui est très très bon en Algérie et espérons que le salon va grandir et montrer de plus en plus de marques, de plus en plus de produits. Nous avons d'ailleurs beaucoup de participation d'entreprises étatiques qui sont aussi présentes et le salon est placé sous justement le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Industrie. Très bien, qui d'ailleurs inaugure le salon. Très Exactement, que nous espérons va inaugurer le salon le jeudi, Inch'Allah. Très bien, entendu. Donc du 16 au 20, donc, il y aura donc, tous ces stands d'exposition. Il y aura donc tous ces produits qui seront visibles, mais il y aura aussi tous ces échanges où c'est peut-être l'occasion aussi de nouer de nouveaux partenariats entre les différents opérateurs. Exactement. D'ailleurs, parmi nos exposants même,
il y a différentes marques et différentes entreprises qui collaborent entre elles. Et justement, le salon est fait pour créer encore plus de collaboration, notamment développer le tissu industriel et le tissu de sous-traitance de ce secteur-là. Nous avons des constructeurs d'appareils électroménagers que nous pouvons inviter à développer des partenariats avec d'autres types d'entreprises, par exemple des entreprises qui font de l'électricité, des entreprises qui font du plastique, etc., pour nouer justement ce tissu de sous-traitance pour arriver à l'objectif, bien sûr, d'un taux d'intégration élevé. Chose qui est parfaitement applicable avec ce qu'on a comme entreprise. Bien sûr, reste à développer certains points. Où en est-on par rapport à ces aspects d'intégration, justement, actuellement? Justement, c'est un petit peu variable selon les entreprises, mais ça répond parfaitement au cahier des charges et nous avançons avec une très bonne vitesse par rapport à ce dossier-là. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'investissements qui sont faits en ce sens de plusieurs entreprises locales qui sont en train d'investir dans des usines de fabrication de moteurs, par exemple, de tôleries d'aluminium, qui sont en train de fabriquer des produits pour des marques internationales de renommée. Donc, franchement, c'est du positif. Très bien. Donc, vous êtes une équipe de 3 personnes. Voilà, vous êtes la locomotive, en tout cas, elle est composée de 3 personnes. On va quand même les citer, rendre à César ce qui lui appartient. Exactement. Donc, nous sommes 3 personnes, mais bon, on fait partie d'une grande équipe qui travaille en ce sens. Après, nous sommes 3 personnes, justement. Donc, il y a moi-même, Sidali Anis, M. Rassim Ben Ghanem et M. Namoun Anis. Donc, nous sommes tous les 3 sur ce projet-là, bien sûr avec l'aide de beaucoup d'autres personnes. Donc nous sommes sur ce projet-là pour essayer de le porter et essayer d'avoir un très beau produit à présenter, que ce soit aux exposants et aux visiteurs, et aussi montrer ce dont on est capable ici en Algérie. Voilà, quoi vous dire à la fin, si ce n'est bon vent, bon courage et bonne chance. Merci beaucoup, madame. On vous souhaite justement toute la réussite à ce nouveau bébé. Merci beaucoup. Ça sera la première édition, dont nous espérons avoir beaucoup de réussite. Donc ça sera du 16 au 20 mars 2023. Absolument. À la SAFEX, au pavillon C, à partir de 10h. Et pour ceux qui avaient raté un petit peu le train au début, donc il s'agit d'un salon de l'électroménager et des équipements de maison. Voilà. Excellent. Merci infiniment. Merci beaucoup, madame. Sidali Anis. Donc je vous souhaite bon courage parce que j'imagine qu'il y a du pain sur la planche pour cette semaine et pour ce dernier moment voilà, vous êtes en train de peaufiner les derniers détails. Exactement, madame. Donc, c'est la dernière course, la dernière ligne droite. Bonne chance pour cette dernière ligne droite. Merci beaucoup, madame. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. On va aller vers un autre univers, celui de la poésie, celui de la métaphore, celui des mots et de ce qu'ils peuvent procurer comme émotion. D'abord, à travers un reportage, un portrait réalisé par Samira Hadj Amar, qui nous présente une romancière, Amel El-Mehdi, pardon. Elle vient de la Rouat et voici le récit de notre collègue la concernant. De ma gazelle, je n'ai point de nouvelles. Je reproche à Mebrouk d'avoir manqué à sa parole. Pourquoi mon confident ne me répond-il pas? Pourquoi ses lettres ne me parviennent-elles pas? Ô toi qui gardes ce cheval docile. Tellement parler d'un poète qui était amoureux d'une fille de Béchara, qui avait un palais et que le Béchara avait refusé de la lui donner en mariage et qu'il l'avait fait exiler. Et je me suis dit, tout ça existe chez nous alors que je n'en avais jamais entendu parler. Personne ne m'avait raconté cette histoire. On ne l'avait pas étudiée à l'école. On nous avait parlé de Roméo et Juliette, on nous parlait de Christian et Iseult, on nous parlait de Qaïs ou Leila, mais une si belle histoire, quelque chose, et bien de chez nous, c'était fabuleux. C'est avec et par ces mots qu'Amel El-Mehdi est tombée amoureuse du poète Ben Kriou, de l'Arwat et des mots d'amour qui résonnent dans tout le Sahara et à travers toute l'Algérie, aujourd'hui encore. J'ai ressenti, vous savez, quand j'ai écrit son histoire, j'étais tellement dans la peau de ce personnage. Une fois, mon mari m'avait appelé et j'étais tellement dans l'histoire je lui ai dit oui, Abdallah. Je vous assure. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai été touchée par cet homme, par ce personnage, par sa vie, par sa souffrance, quand vous lisez l'histoire, comment sa femme, enfin sa bien-aimée, est morte
à Ain Madi, déprimée, très jeune. C'est une histoire vraiment tragique qui mérite d'être connue. Fatna Zanouniya, voilà. L'exil et le bannissement au nom de l'amour. Le poète Abdallah Ben Krio a dû renoncer jusqu'à prononcer le nom de sa bien-aimée, Fatna, et c'est comme ça qu'il a inscrit son nom dans le livre des hommes pour l'éternité. Voilà, notre invité ce matin est aussi habité par un personnage, celui de ses livres, multiples livres consacrés à l'ère chrétienne, du temps justement de la Numidie ancienne, la Numidie, l'Algérie antique en l'occurrence. Il s'agit de Driss Rfès, habité et vraiment par ce personnage Robba. Merci, oui, effectivement. Bienvenue d'abord. Merci à vous de m'avoir invité d'être parmi vous. Oui. Voilà, dans le reportage, on a vu donc cet attachement à un personnage. Et vous aussi, vous êtes l'auteur de 2 livres consacrés à un personnage du temps, justement, des donatistes. Et il s'agit de cette Robba qui résonne fort dans la région où vous avez découvert ces récits relatifs à elle. Oui, c'est un nom donc, qui a existé en Algérie antique et qui existe aujourd'hui à travers son nom dans notre belle Algérie contemporaine. Et puis c'est un nom donc c'est une dame qui a vécu dans notre région, donc du Msid à Sfizef, en passant par Aqua Sirense, c'est-à-dire Hammam Bouhnifiya, jusqu'à la citadelle donatiste, la citadelle donatiste, donc qui symbolise cette lutte paysanne, ouvrière, révolutionnaire. Très bien. Parce que le donatisme qui a été défini par l'Église romaine comme étant un mouvement schismatique, hérétique, et d'autres auteurs aussi qui sont à la solde de l'Église impériale, ont aussi épousé cette définition. C'est-à-dire que l'écriture de l'histoire, de cette histoire, c'est faite par des Occidentaux, en tout cas. Oui, effectivement. Voilà, donc dans la mesure où ça a été fait de la sorte, on a mis en avant d'autres personnages de l'ère chrétienne, en l'occurrence Saint-Augustin, par exemple, dont on parle souvent, donc qu'on cite souvent. C'est vrai que c'est un personnage illustre, c'est un grand philosophe, mais dans cette époque lointaine, il y avait ces autochtones qui luttaient contre cet impérialisme romain. Effectivement. À travers leur foi. À travers leur foi, qui était totalement différente de l'Église impériale romaine. Et puis leur Église était une Église saine, africaine, donc qui est venue d'Orient, et avec ses principes qui étaient totalement différents des principes de l'Église impériale. Et c'est ça qui a dérangé Saint-Augustin, qui était à la solde donc, de l'Église impériale. Mais en face de lui... Et pourtant, vers la fin de sa vie, donc Saint-Augustin laissera un héritage dans lequel il se détache un peu du faste de l'Église, incroyablement. Donc il revient vers cette humilité. Il a révolutionné l'Église romaine. Oui. Il lui a donné un autre aspect. Mais je pense que ça a été l'influence de cette Église africaine. Oui, mais en face de lui, il y avait quand même un autre évêque qui est de chez nous, aussi antique, qui avait Donat, qui est le père du donatisme, et qui a refusé la présence de Rome au niveau de notre grande Numidie. Aujourd'hui, une partie, c'est l'Algérie. Donc, ces adeptes, entre autres Donat, ont lutté à travers toute la Numidie antique pour faire face à cette présence impériale. Et ils ont lutté plus particulièrement au niveau du sud de la Mauritanie césarienne contre les Berbères romains, qui étaient à la solde des Romains et qui occupaient donc des domaines, de grands domaines terriens. Et en face d'eux, il y avait aussi les circonciliants, les paysans berbères, donc, qui aussi ont apporté une aide extraordinaire aux donatistes qui faisaient face à l'Église romaine. Voilà, c'est le prolétariat qui a porté donc cette lutte, cette insurrection. Et c'est vrai que ce sont ces petites gens face à cette répression qui a été sanglante par moments. Un grand peuple, c'est le nôtre. Voilà, ce sont nos ancêtres. Un grand peuple symbolisé par Robba. Et puis cette dame qui a sillonné le sud de la Mauritanie césarienne jusqu'à être assassinée par les Berbères romains. Donc c'est une dame qui a, à travers sa foi qui était purement
numide, berbère. Donc et là, elle a su comment sensibiliser tous les paysans de la région pour s'élever contre cette présence du berbère romain à la solde de l'Empire romain. Absolument, absolument. Et aussi, donc, il ne faut pas oublier... En tout cas, il y a toute une trame de personnages dans ce livre que vous avez écrit. Oui. Vous avez choisi de romancer cette histoire. Ça aurait pu être un récit historique parce que vous vous êtes vraiment bien documenté. Oui, c'est fait. On le sent à travers toutes les comment on appelle ça, les petites sources, remarques qui sont citées en bas de page. Et on voit que vous citez, que vous faites le parallèle avec le présent, que vous avez vraiment méticuleusement étudié la question. Il fallait le faire pour mettre en valeur cette dame et pour mettre surtout en valeur le donatisme. Parce qu'il est purement algérien. Le donatisme n'existe pas ailleurs. Donc beaucoup de philosophes sont imprégnés de ce mouvement pour enrichir leur doctrine, notamment le communisme. Tout à fait. Oui. Et puis, donc, moi, dans ce livre... Pour les téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire du donatisme, ça a été quand même le premier schisme dans l'histoire de la chrétienté. C'est-à-dire c'est chez nous qu'il y a eu des chrétiens qui ont opté pour une voie plus saine et plus modérée. C'est un mouvement qui ne pouvait pas faire face à travers des armes. C'était impossible, mais à travers leur foi. La foi. Et à travers leur foi qui était totalement différente par rapport à celle de l'Église de Rome. C'était un mouvement de refus, une façon de dire non à la présence romaine à travers leur Église. Et le donatisme a affaibli Rome, après l'invasion vandale. Donc le donatisme s'est repris à travers l'invasion vandale, et les Vandales ont respecté la foi donatiste tout en s'attaquant à l'Église impériale. Et ce qui a permis à Roba, encore une fois, de s'incruster pour, encore une fois, sensibiliser toute cette masse prolétaire. Parce que ce qui est important dans ce livre... Elle a profité justement de la présence vandale, Roba. Donc c'était vers le 5e siècle. Au 5e siècle, elle a vécu cette héroïne. Oui, effectivement. Et donc, elle s'oppose, elle a le courage parce qu'il y a ce nouvel occupant qui vient en force contrer l'impérialisme. Et vous savez, Madame Saint-Augustin, il a quand même convoqué le concile de 411, donc où il y avait peut-être 200 à 270 évêques donatistes qui étaient présents dans les campagnes. Là où il y avait une église donatiste en campagne, il n'y avait pas en face une église catholique, parce qu'ils se sont dit il ne faut pas qu'il y ait une église impériale face à notre église. Mais au nord, dans les grandes cités, il y avait donc la présence de l'église romaine, mais il y avait aussi la présence de l'église donatiste. Cette façon de lutter, même dans les grandes cités, là où il y avait la persécution était beaucoup plus importante. Donc tout ce mouvement, je l'ai symbolisé à travers une dame, comme toutes les dames de chez nous. Et ça rend accessible cette histoire qui peut être un petit peu difficile d'accès à travers une histoire romancée. On découvre Roba depuis l'enfance, on voit son instruction, on voit sa famille, ses parents, ses voisins, toutes ces ça, c'est l'imaginaire, hein. Il y a un peu d'imaginaire. Vous avez imaginé son vécu. Oui, parce qu'on ne sait pas où Roba est né. Donc, mais moi, à travers ma région, là où j'ai découvert le Djibal Roba, et aussi un site antique qui datait du 2e et 3e siècle. Donc, toute cette région antique entre Sfizef, donc Msid, Bouhanifia, Aquasirens et Al-Amiliaria, la grande citadelle donatiste. Donc, il fallait imaginer une naissance pour donner une certaine valeur à cette dame. Elle pouvait être née à l'Amiliaria, comme à Bouhanifia, mais il fallait trouver le bout du fil pour entamer ce roman et faire valoir. C'est un roman où il y a énormément de déplacements entre ces différentes cités. Donc on découvre les lieux petit à petit au fil du c'est respecté, les noms sont respectés, les dates sont respectées. Et puis mettre en valeur ma passion en découvrant le donatisme. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et à travers mon livre, il y a un grand archéologue, Andropoulos, qui est enseignant à l'université de Toulouse. Et il y a un doctorant algérien qui est un sujet sur le donatisme. Il lui a demandé de venir me voir
pour me poser la question suivante. C'est le seul qui s'est permis de donner au donatisme une valeur moderne. Oui. Parce que j'ai intégré des mots nouveaux. Donc j'ai valorisé le mouvement donatiste à travers le prolétariat, le mouvement ouvrier. Absolument. Donc tout ça, c'est pour dire que effectivement, la Numidie berbère était une Numidie rebelle. Une terre de résistance, effectivement. Une terre de résistance par excellence, une terre qui n'acceptait pas justement l'occupation de tous ces intrus qui, lorsqu'ils sont, comment dire, lorsqu'ils sont envahissants, lorsqu'ils sont injustes, et donc les Algériens se sont parce que voilà, c'était dans l'Algérie antique, mais c'est dans ce territoire qu'a évolué de toute façon. Ce qui est important, Madame, concernant la chrétienté, très important, c'est que la Bible a été traduite par deux Numides antiques algériens, Saint-Cyprien et Tertullien. Absolument. Et puis cette Bible qui a été traduite a été donc déplacée vers Rome pour que Rome revienne avec sa sultane impérialiste. Il y a Monseigneur Tessier, lors d'une conférence saint-augustinienne à Paris, qui était l'évêque d'Alger. D'Alger, oui. Il a mis en exergue au cours de sa conférence en lui disant il y a un rapprochement ancestral entre l'Europe et le Maghreb, parce que n'oubliez pas que le christianisme est né au Maghreb. Donc cette foi chrétienne, elle s'est développée chez nous à travers Saint-Augustin, et puis il y a un autre antique algérien qui s'est mis au devant de cette église, et c'est Saint-Donat. Donc deux antiques algériens, deux chrétiens algériens, donc avec deux foi totalement différentes, donc deux sentiments antagonistes, et qui s'est fait la fierté de l'histoire antique de l'Algérie. Donc tout ça, c'est... Voilà, c'est dire un petit peu que les autochtones d'ici donc avaient influencé cette église. Ils avaient aussi leurs propres repères par rapport au christianisme. Ils avaient opté pour ce qui était beaucoup plus saint et qui venait un petit peu d'Orient, non pas ce qui a été fait par la suite. Et en dernier, peut-être vous avez remarqué, ça veut dire que, en fin de compte, après la conquête arabe, l'église donatiste a été respectée. A été respectée jusqu'au moment où elle s'est unifiée. Le don s'est unifié. Et puis, Roba a été intégré au lexique arabo-musulman. Et la légende qui est importante, parce qu'à travers Jbel Roba, Amsid, c'est un Jbel dont le versant ouest a été construit donc un mausolée. Et toute dame qui désirait une fille venait déposer une bougie donc à l'intérieur de ce mausolée. Ici, la famille était guidée par une petite fille. Elle était prénommée Roba. Et c'est ça qui fait la valeur de cette... Voilà, même si par la suite les récits sont devenus légendaires. Donc vous essayez de raconter une histoire qui est vraie, il y a des témoins, il y a des archéologues célèbres qui ont confirmé l'existence d'un personnage par le biais d'épitaphes, par le biais et ça permet de sortir de la légende vers la réalité. Et c'est ce que vous avez essayé, donc raconter une histoire lointaine. Et je laisse aussi donc le soin une époque lointaine, aux historiens peut-être de continuer encore une fois. C'était du 3e au 6e siècle, puis il y a eu l'avènement de l'islam dans cette terre. Mais l'islam avait une autre histoire qui était différente, qui n'a pas nécessité autant de résistance, parce que ces petites gens qui ont été face à Rome, farouchement face à Rome, ont plus ou moins, Non, il y a eu une résistance. Oui, il y a eu une résistance, bien sûr, on connaît un petit peu quand même. Il y a eu la Kaïna et sa résistance, une autre dame dans l'histoire de l'Algérie. Mais c'est vrai que le peuple algérien a épousé l'islam différemment. Et, par sa tolérance. Par sa principes, par sa grandeur. Tout à fait. Effectivement. Voilà. Et puis ça rejoignait un petit peu les anciennes croyances. Qui était dans cette simplicité, dans cette foi très forte. Effectivement. Donc la foi musulmane a un petit peu, rassemblé tout ça. A rassemblé, effectivement, a donné l'avantage à ces donatistes d'être beaucoup plus modérés, beaucoup plus. Donc ils ont embrassé cette religion qui était tolérante. Absolument. Qui était tolérante, et puis voilà, donc l'histoire de cette antique Roba, cette berbère rebelle.
qui a été résistante. Une belle histoire, voilà, un personnage qui vous a habité longtemps. Donc je rappelle, Monsieur Driss Rfas, que vous êtes l'auteur, certes, actuellement, c'est votre 3e livre, Roba la berbère donatiste, préfacé par Yasmina Khadra, une très belle préface. Et c'est aux éditions Kasbah qu'on peut lire ce livre, qu'on va retrouver ce livre. Et puis, il y a eu déjà un premier livre de Roba, À l'arbre de fer, j'écris mon nom, c'était en 2013, aux éditions et des livres. Et puis, La Grappe Rouge, en 2016, c'était votre 2e roman. C'était aussi un mouvement. Voilà, c'était aussi dans un mouvement communiste, oui, effectivement. Très bien. Donc voilà, vous êtes imprégné par l'histoire et voilà, ça a donné naissance à ces 3 ouvrages. Oui, je ne suis pas historien, mais je m'intéresse à l'histoire. Voilà. Oui. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement depuis Oran pour présenter votre livre. Je tiens à vous remercier beaucoup. Voilà, merci de nous avoir permis de faire ce voyage, ce bond dans l'histoire. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci. Et je remercie encore ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Voilà, on continuera dans un instant de parler de ces belles... De la belle écriture, des mots justement qui transportent, des mots qui transcendent, à travers la poésie notamment, avec une autre invitée qui viendra me rejoindre dans un instant. Mais avant, voici un reportage relatant les faits, ou plutôt le déroulement d'une conférence sur les prénoms à la Kasbah, au Musée des Arts et Traditions Populaires, où était présente d'ailleurs Siham Kednouch, notre conteuse et collègue, qui est une grande spécialiste en la matière. Samia Bouharour était là pour nous en faire le compte-rendu, et c'est parti pour ce petit compte-rendu. Donc, هذه الأسماء كيفاش تصيبوا؟ مرو ça peut pas exister. عندنا زيد يولي زيدون. سعد سعدون. حمد حمدون. خالد خالدون. Vous vous êtes certainement demandé ce que signifie votre prénom. Est-ce que vous préférez les prénoms tendance ou anciens? Des questions et d'autres que l'on se pose souvent. Surtout que les anciens prénoms ont quasiment disparu. Peu de Fatma aujourd'hui, de Zhour, de L'Harm, et la liste est longue. Et c'est Siham Kednouch, journaliste et conteuse, qui a entrepris beaucoup de travaux de recherche là-dessus, ce qui l'a mené à organiser cette conférence. En fait, les prénoms, ça fait partie quand même du patrimoine immatériel et c'est quelque chose de très important pour nous, pour notre identité algérienne, parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de prénoms qui sont tombés complètement dans l'oubli, que nous avons laissé tomber, c'est un petit peu de notre faute, et nous avons tendance à aller chercher ailleurs. On a commencé par les prénoms, puis par les noms de famille. On va faire une autre communication sur les noms de famille. Et plus tard, on est en train de préparer une communication, une conférence sur la toponymie, les noms des villes, qui ont une relation avec tout ce qui est algérien. Après le passage de plusieurs civilisations et mutations dans la société algérienne, les prénoms ont subi à leur tour des changements entre prénoms amazigh, arabes, turcs, modernes et autres. Entre prénoms composés ou faciles à prononcer, plusieurs familles ont renoncé aux prénoms 100% algériens. Seuls quelques conservateurs sont restés fidèles. Tout à fait, les anciens prénoms hérités de nos aïeux ont une signification culturelle et cultuelle. Prénommer nos enfants par des prénoms algériens de notre culture et pour sauvegarder justement la culture algérienne. Voilà. Moi personnellement, d'après ce qu'on a entendu avec Madame Siham Kednouch, déjà à la base je suis artisan. Donc il y a une relation avec le patrimoine et l'histoire. Les mots, les noms que je préfère, c'est les noms de mes parents. J'ai été très épatée par les explications, les provenances, les changements qui se sont faits au cours des temps. C'est très très intéressant, super. Nous avons l'Arm qui est un prénom algérien qui signifie la femelle du faucon. Nous avons Hiziya qui est la maîtresse de maison. Nous avons Bou'lem, le porte-étendard qui est un surnom de Abdelkader el-Jilani. Nous avons Menned qui est le cavalier ou le chevalier. Donc tout ça c'est des prénoms typiquement algériens. Personnellement, mon père m'a surnommé Fatma à cause de sa maman, Allah yahma. Par exemple, j'ai une fille qui a surnommé ses 2 filles Baya et Yamina.
Yamina pour ma mère et Baya pour sa belle-mère. Beaucoup de gens lui ont dit c'est des prénoms, et tout. Mais elle a tenu le coup, elle les a nommés comme cela et je les adore. Le choix des prénoms a une valeur hautement symbolique. On le porte toute notre vie. Il est alors nécessaire de prendre le soin de le choisir. C'est le premier cadeau qu'on offre à son enfant. ناخذوا اسم رميسة رميسة سمينا وقلنا عاودي لي برك واش قلتي وسلام أميمة مثلا أميمة ولو أميمة موجود عندنا نقولوا مويمة مويمة Voilà, je le disais tout à l'heure, nous restons dans l'univers littéraire, mais cette fois-ci à travers la poésie. Et la présence parmi nous de Farida Bouri Mihoub, auteur d'origine algérienne, établie en France. Sa passion pour l'écriture a abouti à un premier recueil de poésie intitulé Cosmique, sorti en 2021. Aujourd'hui, elle vient nous présenter son tout dernier et second recueil de récemment sorti aux éditions Flower Publish. Il s'agit du livre, ou plutôt du recueil intitulé En toi et New. Voilà. Bienvenue à vous, Farida Bouri Mihoub, pardon. Ça va, vous allez bien? Merci de m'avoir invitée. Voilà, on est ravis de vous recevoir ce matin et ravis aussi d'avoir cette pointe de sensibilité que procure justement la poésie de manière générale. Donc c'est toujours un voyage intense dans les émotions, la poésie. Tout à fait. Bon, j'écris depuis pas mal d'années, hein, mais j'écrivais dans mon coin. Dans l'ombre. Dans l'ombre, oui. Et puis c'est vrai qu'avec la Covid, j'ai commencé à les publier sur les réseaux, puisque je ne connaissais pas les réseaux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est d'une chose à l'autre. J'ai commencé à découvrir un peu... Votre tout premier poème, vous me disiez, publié dans les réseaux sociaux, était une réaction à la beauté de certaines images. Un petit montage vidéo. Tout à fait. Le premier, alors tout a commencé quand je m'étais inscrite sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel, parce que je suis traductrice de métier et je cherchais du freelance sur LinkedIn. Et donc, je contactais des chefs d'entreprise pour leur dire, je propose mes services, puisque c'est un réseau qui est fait pour ça. Absolument. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo d'un professeur, je peux citer son nom, Moustapha Yacoubi, qui est orthopédiste, chirurgien, et qui avait publié une vidéo d'un avion qui atterrit à l'Oued. Et El Oued, je connais bien, puisque j'ai enseigné l'anglais à Tougourt quelques années. Et donc, j'ai reconnu El Oued ce jour-là, c'était très court. Hein. Et puis, je lui ai envoyé un petit commentaire public. Merci, professeur, pour ces images. Et puis, il m'a contacté et pour le remercier, je lui ai envoyé un poème qui s'appelait « Cela n'existe pas ». Et donc, il me demande s'il peut le partager. Je dis bien sûr. Et c'est parti de là parce qu'il y a eu de plus en plus d'intérêt, de vues. D'ailleurs, le premier jour, quand je lui ai envoyé « Cela n'existe pas », il m'a contacté un peu plus tard. Il m'a dit « Vous avez 1500 vues ». En, je ne sais pas, 2-3 heures. Donc j'étais étonnée. Et puis le lendemain, je lui renvoie un poème qui s'intitule « Scientifique », comme il est scientifique. Et pareil, il me dit « Vous avez 2000 vues ». Donc c'est parti comme ça, il m'a dit allez-y, lancez-vous. Voilà, ainsi par la suite, vous avez aussi accroché l'attention ou retenu l'attention d'un éditeur canadien qui vous a contacté pour l'édition de Cosmique, tout d'abord, premier recueil que le public découvrira. Donc c'était peut-être 6 mois après que je me sois lancée sur les réseaux. J'ai une maison d'édition au Canada à Montréal qui s'appelle Flower Publish et que je remercie d'ailleurs Marianne, mon éditrice, m'a contactée en voulant, comme c'est bilingue français-anglais, ça a attiré leur attention et donc j'ai publié mon premier recueil Cosmique en mai 2021.
Voilà. En fait, c'était dans vos gènes, hein, n'est-ce pas, Farida? Parce que vous êtes de parents tlemceniens et puis des descendants d'une lignée, justement, d'écrivains et de poètes. Voilà. Entre autres, le grand poète Ibn Khamis. Oui, enfin, c'est lointain, mais c'est vrai que pour mon père, Allah yarhamou, c'était, il avait cet esprit artistique, il chantait beaucoup, il nous racontait des histoires. Il aimait la poésie populaire. Et il aimait beaucoup ça, oui. Et donc, oui. Et je voulais dire juste que la lecture m'a beaucoup aidée aussi, puisque j'étais très avide de oui, dès votre jeune âge, vous dévoriez les livres, paraît-il. Oui, je lisais beaucoup. Et la bibliothèque était plus qu'un refuge, c'était oui, bon, à l'époque, une sinécure. Il faut savoir aussi qu'on n'avait pas le droit de sortir comme aujourd'hui, hein, donc quand on allait à la bibliothèque, c'était autorisé. Donc, je passais beaucoup de temps là-bas. Très bien. Vous passiez des heures à dévorer les livres, à découvrir les classiques. Et vraiment, il paraît que vous aviez même une manie de souligner comme ça certaines phrases et que vous appreniez par cœur de certains classiques. Je trouvais, j'étais jeune, enfin, ça a duré toute ma vie. Hein, quand je lis une belle phrase, je la souligne et je la retiens. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est bien... Comment ils ont fait pour l'écrire? Oui. C'est l'amour des mots, de la littérature. Voilà, il a fallu donc la période de cette pandémie pour révéler la chrysalide qui était en vous et voilà, qui est complètement sortie de son cocon et qui a donc offert un premier recueil, un second par la suite, dont on parlera un peu plus tard. J'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez étudié la littérature anglaise à l'Université de Paris 7, c'est ça? Donc vous aviez une licence en anglais, puis après, donc, vous êtes parti à Tougourt, d'abord à Londres, pour parfaire justement vos connaissances en anglais, 5 ans à Londres. Voilà, j'ai vécu 5 ans en Angleterre, à Londres. Je faisais mes études et parallèlement, je travaillais à l'ambassade d'Algérie parce qu'ils recherchaient quelqu'un qui... des anglophones. Des anglophones. Et au bout de 5 ans, franchement, je pense que le climat m'a découragée et j'ai fait une demande à l'ambassade pour être prof d'anglais. En Algérie, dans le Sahara surtout. Et donc, j'étais affectée à Tougourt. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et Londres a été le prétexte pour une belle rencontre avec votre époux, qui est artiste également. Oui. Moi, je vous demanderais de nous lire un petit texte avant de parler de votre second recueil de poésie, si vous le permettez. Bien sûr. Alors, je vais peut-être lire Mon pays, parce que ça parle à tout le monde. Hein. Mon pays, c'est universel, ça concerne tout le monde. Donc mes recueils sont bilingues, hein, c'est français et anglais, voilà. C'est ce qui fait la particularité de vos recueils. C'est qu'ils sont accessibles à un public très, très large, celui qui est anglophone et aussi les francophones. Tout à fait. Et donc on peut même les lire aux enfants. Ça, je voulais le souligner aussi. Il faut dire que c'est vous qui écrivez en anglais et en français. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ils sont traduits par moi. Et alors, sur ce que je publie sur les réseaux, il y en a quelques-uns qui sont traduits en arabe, mais ce n'est pas moi. Hein. Oui. Parce que j'ai du mal, je ne connais pas très bien l'arabe classique. Oui, pour l'arabe, c'est Anwar Chenoufi qui a pris en charge la traduction, ainsi qu'un professeur algérien aussi. Oui, je remercie tous les... je n'ai pas leur nom en tête à tous, mais je les remercie tous parce qu'ils se proposent volontairement de me les traduire. Donc, c'est qu'ils ont aimé. C'est qu'ils aiment. C'est qu'ils aiment, donc, absolument. C'est touchant. Voilà. Donc, je vais vous lire Mon pays. Voilà. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce pays qui est une victoire que les hommes ont cueillie et chérie, le libérant d'une triste tyrannie. Laisse-moi te dire combien ils se sont battus pour son bien, pour le rendre aussi tendre qu'un bouquet de lavande. Si je te le dessine, tu verras ces bédouines, ces hommes bleus et son désert gracieux. Laisse-moi te raconter ce pays qui est de toute beauté, celui où je veux mourir et vivre comme dans un rêve magique et ivre. Donc voilà, c'est très joli. Je pense que ça parle à tout le monde. Oui, à tout le monde. Autant que votre poème
révolution, autant, voilà, c'est vrai que ça aussi, ça transporte et ça a beaucoup retenu l'attention des éditeurs. Voilà. Et souvent on me dit, on dirait que vous m'avez écrit ce poème pour moi. Les gens se reconnaissent. Alors ce sont des mots très simples et voilà. Je vais citer quelques titres de poèmes parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a une centaine dans le second livre, donc dans votre deuxième Dans chaque recueil, il y a 100 poèmes. 100 poèmes, donc traduits en anglais et en français. Voilà. Ceux qui ont reçu beaucoup comment dire, d'éloges, Atmosphère, Like Children, Two Countries, Dancing Blues, Le plus beau pays, Hippie, Conte de fées. Et voilà, Révolution, je disais tout à l'heure. Bon, ils sont nombreux, on disait, ils sont une centaine de poèmes qui font justement, qui composent la trame de ce nouveau recueil dont on parle maintenant, En toi et You. Donc c'était en décembre 2021 que vous l'avez sorti, celui-là. Oui. Toujours avec le même éditeur canadien, bien sûr. Oui, toujours avec Flower. Et le même illustrateur aussi. Oui, alors l'illustratrice est en Turquie. Oui. Et donc... Mohamed Nadir Sbaha vous a préfacé ce deux. Je remercie Mohamed Nadir Sbaha aussi qui m'a préfacé le deuxième recueil, donc En toi, et le troisième qu'on pense publier bientôt. Donc il y en a un troisième qui est prêt. Qui sera publié également par Flower Publish. C'est excellent. Et je remercie donc Marianne qui va certainement regarder, je lui ai promis de la citer. Et je voudrais remercier aussi Melk Amirouche qui m'a permis de passer aujourd'hui et d'entrer en contact avec l'équipe. Voilà. Et on est ravis en tout cas de vous recevoir, Farida Bouri-Mehoub, donc voilà, et de parler de poésie, parce que c'est vrai que ça a été une renaissance pour vous. Vous pouviez continuer de travailler en tant qu'assistant de rédaction. Vous êtes aussi traductrice. Oui, j'étais. Et voilà, pour l'Agence nationale de santé publique en France. Oui. Un poste qui a transité vers une demi-retraite, ce qui vous laissera le temps justement de publier ces centaines et ces centaines de poèmes qui avaient été écrits, rédigés dans l'ombre. C'est ça, c'est comme un fil comme ça qui nous emmène là où on veut vraiment aller, parce que pour moi c'était comme un rêve, quoi. Ça restait dans le domaine de l'impossible. Ça restait juste un rêve. Mais vous aviez ce rêve ancré en vous, vous le disiez à votre mère de son vivant. Oui, je disais des fois, quand j'étais petite, quand vous étiez toute petite. Un jour, j'écrirai un livre, vous verrez. Alors, et je disais même, un jour, je passerai à Canal Algérie, vous allez voir. Voilà. C'est fait. Bienvenue, en tout cas. Donc, j'encourage tout le monde, tous les jeunes qui n'ont pas d'espoir à vraiment vivre leur rêve, quoi, d'y aller jusqu'au bout. Ça peut prendre des années, ça peut prendre... mais il faut y arriver, quoi. Il faut y croire. Voilà, il ne faut pas compter les années, il faut juste aller jusqu'au bout de son rêve. Voilà. C'est vrai que parfois, quand j'ai publié mes livres, on m'a dit « Oui, mais à ton âge, tu te rends compte, qu'est-ce que tu attends ?» Je dis « J'attends rien du tout, je veux juste, je veux réaliser ce petit rêve et laisser ça pour mes enfants. » Voilà, le rêve est devenu réalité pour vous. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci. Farida Bouri-Mehoub, auteure algérienne, établie en France, donc qui a vécu pleinement sa passion, qui nous a offert ces deux beaux recueils de poésie cosmique, et puis le tout dernier, donc En toi et You. Et le Cosmique est facile, donc parce que c'est la même chose en français et en anglais. Oui. In You, c'est mais là, vous étiez obligé de composer. Voilà. Merci en tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. C'est vraiment un plaisir. Et voilà, donc je disais, le rêve est devenu réalité pour vous. Voilà, vous êtes l'auteur de ces deux ouvrages et on vous souhaite vraiment toute la réussite pour le troisième qui arrive et qui est en route. En tout cas, vous êtes originaire de Nodroma et de Tlemcen, donc, on va vous offrir justement pour ce moment de séparation une chanson qui est divinement chantée par une interprète de votre région. Il s'agit de Myriam Ben Allel et c'est parti. Merci beaucoup. جيتك قاصر
أجيني في المنام نبرة معدني بيدك ورميلي بالقبيح ضرة يسعد اللي سقى مسعدو بعد النحاس يعضلو نقرا نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا سمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بو مدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة سيدي بو مدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرة أجيني في المنام نبرة Et nous allons aller directement vers un autre univers, celui des arts plastiques, tout de suite avec des invités qui viennent de me rejoindre, en l'occurrence Majid Gemroud, bienvenue, vous êtes artiste peintre, plasticien on dira, parce que vous touchez à beaucoup de supports, n'est-ce pas? Oui, merci de nous avoir invités. On est ravis. Il y a aussi, voilà, Mohamed Sahraoui, alias Moho. Moho Sahraoui. Moho Sahraoui, bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Merci de votre invitation, merci. Et nous sommes ravis aussi d'être là pour parler de nos peintures. Et bienvenue également à Abdouhab Mihoub, ici présent, qui lui aussi a un petit surnom. Houba. C'est pour ça que j'ai dit Moho. Voilà. Donc il y a Moho et Houba. Houba, donc vous êtes plus connu voilà, par ce petit sobriquet ou ce petit nom. Mais en tout cas, vous êtes parmi les rares à utiliser une technique qui est très particulière, la pyrogravure. La pyrogravure qu'on découvrira dans un instant. Le temps de parler d'abord de cette exposition, donc les Simèzes de la galerie Ahmed et Mohamed Asla. Donc la galerie Asla abrite actuellement une exposition de toute une brochette d'artistes, pas moins de 9, ont pris part à ce rendez-vous qui gagne en pérennité et qui un petit peu permet aussi de s'arrêter, d'avoir une pensée à la mémoire de Mohamed et Rabah Asla, Allah yarhamhum. Donc chaque année, au 5 mars, donc on commémore leur disparition et par l'art, parce que c'était des passionnés d'art, n'est-ce pas, Majid Gemroud? Oui, bien sûr, que ce soit
l'ancien directeur, il était à l'Institut de musique, etc. Son fils, il était aussi beaux-artiste. Donc ça reste toujours dans le domaine des arts, etc. Donc voilà, c'est une façon de rendre hommage à Gdaf. C'est un lieu, c'est une fondation culturelle. Donc il se passe plein d'événements. Au matin, il y a eu la période pendant quelques années, comme ça a touché le truc sanitaire. Oui, donc, la mise en pause, elle était un petit peu dans tous les lieux de tous les temples de la culture, la planète. Mais ça reprend, ça commence à reprendre. Il y a plein de projets, il y a plein de propositions. Inch'Allah, ça va bien démarrer, etc. Donc, vous participez, Majid Gemnoud, à cette exposition collective. Et voilà, donc vous êtes aussi le coordinateur de cette exposition. Donc, le choix, la sélection, c'est faite aussi en fonction d'un hommage que vous rendez à un mouvement, donc qui a marqué le début de l'art pictural en Algérie, le mouvement Hachem. Bon, c'est pratiquement le seul mouvement authentiquement algérien, c'est les Hachémistes avec les bons fondateurs qui ont fait même un petit manifeste, etc. C'est une façon de dire que nous aussi, nous avons notre histoire, nous avons nous avons un espace, nous avons des artistes qui s'expriment, etc. C'est vrai que l'académisme est universel, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut ramener? Donc c'était un groupe, ils étaient jeunes à l'époque, ils ont décidé, comme tous les courants artistiques ont été créés à travers l'Europe, on va créer un mouvement qui s'appelle le groupe Hachem, donc il s'inspire du patrimoine algérien, de divers supports, c'est-à-dire la poterie, la tapisserie, le signe, le fameux signe et symbole. Et du symbole essentiellement comme étant justement des vecteurs ou des vecteurs identitaires en fait. Et ça a influencé à ses débuts, donc moi ici présent, donc Mohamed Zahraoui, à vos débuts, donc en 2003, vous deviez participer à une exposition qui s'intitulait Les Hachem Résurrection. Voilà. Résurrection. Et grâce à Majid, on a pu régler cette histoire, ce manque. Parce qu'elle ne s'est pas faite, cette exposition. Elle ne s'est pas faite, je devais être moi. Alors derrière, c'était M. Delil Sassi, le galeriste de l'espace Founoun, qui m'a permis aussi de faire ma première expo professionnelle en 2001. Et donc on devait être moi, Shgran, Dino, et il y avait un autre miniaturiste. Bon, le concours de circonstances, je devais partir en France. Il le fallait. Disons que c'était un moment où je venais de naître en tant qu'artiste et j'avais besoin réellement d'aller m'enrichir, de vouloir encore aller plus loin. L'art, pour moi, il ne peut pas s'arrêter à il faut se limiter à une forme. Seulement parce que c'est vrai qu'après vous avez exploré différents supports. Vous êtes sculpteur, vous n'êtes pas seulement artiste peintre, par exemple. Déjà, même ma peinture, le sable est un support important. Donc, avant de partir en France, ma peinture c'était une toile où le support devient sable. Donc, je colle du sable et je réinterviens en grattant, donc en faisant des signes. J'étais, disons, je partais de la peinture géométrique, carré, triangle, cercle. Vasarely. Par contre, je ne donnais pas un produit complètement géométrique. Je restais avec mon côté africain, mon côté amorphe, mon côté où il n'y a pas de symétrie, disons, et cette liberté de la forme géométrique qui est un langage basique qui me permettait de vouloir m'exprimer à ma manière. Enfin, mon histoire, elle est très simple, c'est grâce à l'Algérie, le changement d'Algérie des années 92. Voilà. Il fallait devenir peintre. Qui a stimulé toutes vos émotions. D'ailleurs, c'est vrai que vous dites que vous peignez d'abord sur un nuage de sable, et puis après vous dites aussi dans une interview que le graphisme est mon émotion tragique et la couleur, l'esprit qui persiste en moi. Alors, en fait, quand je commence ma peinture, la première, c'est coller du sable et faire. Et donc la peinture, elle est à l'état brut. Elle est brute, elle est tragique. Il y a un côté genre harcelé, déchiré, et la couleur va venir. On dirait qu'elle va mettre de l'espoir. En fait. Elle va l'égayer, l'enchanter, parce que pour moi. Les années 90, il ne s'agissait pas, pour ma part, de faire une peinture de constat, c'est-à-dire de montrer que des images de douleur. Il fallait, moi si je voulais peindre, c'est pouvoir dire que la vie peut continuer. Et j'espère pouvoir faire continuer à dire ça, quoi, dans cette peinture que je présente. Et je suis très content par cette expo parce que mes peintures sont encadrées par Majid Gemnoud et Shgran. Et j'étais très très content parce que pour moi c'est aussi un honneur
Oui. Chagran, c'est pas, c'est un cheikh comme on dit, hein, c'est un grand maître monsieur. de l'art algérien. Moi, En c'est tout cas- mon cheikh aussi, si vous voulez. J'ai pas fait l'école des beaux-arts, mais bon, Martinez. Ça ne veut rien dire. Oui, Ça mais ne veut rien dire dans la mesure où il y a le don, dans la mesure où il y a des idées à transmettre Aussi. et un petit don. Donc c'est ce qui compte en Oui, fait. mais je- Et après l'expression vient d'elle-même. D'elle- En tout cas, ça fait 20 ans que vous êtes en exil, hein, n'est-ce pas? Non, Et vous partagez ce point commun avec notre autre invité, donc Abdelwahab Mihoub. Donc vous vivez aussi en dehors du pays, mais vous avez tout votre esprit ici. Ça se voit dans les œuvres, n'est-ce pas? Je suis sudiste et j'aime le sud. Et... Voilà, vous êtes originaire de Tougourt. Oui, je suis originaire de Tougourt. Voilà. et- Tout à l'heure, madame a cité Tougourt. Elle y a vécu 5 ans. Vous êtes rencontrés à Londres. Oui. Et Londres vous a réunis, mais vous êtes revenu à la source. Vous oui. avez habité Tougourt pendant quelques années, en tout cas. Moi, j'habite toujours Tougourt. Oui. Moi, je passe plus de temps à Tougourt qu'à Vous Paris. êtes entre les deux. Voilà. Voilà. Et puis, votre cœur vous a amené, votre passion vous a amené à adopter une technique qui est très rare, en tout cas, très peu pratiquée chez nous. Peu pratiqué, La la pyrogravure. Voilà. Parlez-nous-en justement, on va en même temps essayer de découvrir ce panel d'œuvres qui sont magnifiques. Et on ne se douterait pas que le feu puisse donner voilà. C'est une Un tel rendu. c'est une technique ancienne. Et voilà, moi j'ai découvert ça par hasard et puis je suis tombé dedans et voilà, depuis je fais que de la Très pyrogravure. ancienne, qu'est-ce que vous appelez très ancienne? Parce que nos ancêtres, ils travaillaient avec, ils chauffaient des couteaux pour faire des gravures, pour faire Oui, des... et puis tous ces petits, lorsque, voilà, dans les médersas, on utilise un peu cette encre très, voilà, qui rappelle un petit peu les tons de votre toile. Smak, voilà, je cherchais le mot, merci, vous avez compris. Smak, mais ça, Smak, sur oui. la petite tablette en bois, ça donne à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça, mais on dirait aussi une photo jaunie. Oui. Voilà, ça donne un peu... Oui, ça me rappelle Zouhir Boukerch aussi, qui a été très inspiré par ces techniques anciennes, effectivement. En tout cas, voilà, là, on voit une joueuse d'Inzad, et on s'imagine qu'elle a été dessinée. Ben non, c'est le feu qui a dessiné. C'est le feu. C'est incroyable. En tout cas, je ne connaissais pas personnellement cette technique, et je découvre vraiment le rendu, et je suis ravie du résultat. En tout cas, on revient à Majid Gamroud. Majid Gamroud, donc, vous avez aussi un autre événement qui se profile, c'est-à-dire parallèlement à cette exposition collective abritée par l'espace de la Fondation Asla, vous avez aussi une expo personnelle en préparation. Bon, c'est une coïncidence. Il y a eu l'ouverture de la galerie Aïcha Haddad qui existe depuis quelques années, qui appartient à la Wilaya, plus précisément l'établissement agriculture. Donc il y a eu des aménagements, il y a eu des infiltrations d'eau, etc., plus le problème sanitaire. Donc on nous a proposé pour faire une expo individuelle. Voilà, elle a pignon sur rue, elle est en plein nid du Choura, de l'avenue principale d'Alger, c'est bien. C'est une très belle galerie. J'espère qu'il y aura un programme tous les 15 jours, logiquement. Elle est bien située. Bon, ils ont essayé d'enlever la ferronnerie. Donc, on a maintenant une meilleure visibilité. C'est-à-dire, même le passant, le trottoir d'extérieur, ils peuvent voir les œuvres, etc. Donc, c'est un petit. Bon, il y a 36 tableaux. Bon, j'ai essayé de mettre juste pour remplir l'espace. En parallèle, c'est peut-être la continuité de l'expo collective. Tu as les peintres du Sine. Donc, les peintres du Sine, c'est la 5e édition. Oui. Bon, on voudrait chaque année faire, mais bon, on a essayé selon les circonstances, Donc, on a essayé de regrouper des peintres. Il y a 10 peintres, avec bien sûr Saïdani qui nous a quittés là. Donc, c'est un hommage qu'on fait. C'est un membre fondateur de Auchem. Il y a un de ces tableaux qui est exposé, qui a été primé en 1900 au Festival panafricain. Il a eu le 2e prix. En 69. Voilà, 69. Donc, il a mis d'autres œuvres plus récentes, plus figuratives. Bon, nous avons les peintres, on peut les citer. Nous avons le plus ancien, M. Chigran, en dehors de Saïdani, Allah yarhamou. On a bien sûr Smara, qui est de Khmis Miliana, ou les 2 Miliana. On a Tani Hamouch, Nordin, qui a toujours travaillé, qui a exposé avec. Toujours travaillé sur le signe, d'une manière. Chacun interprète le signe à sa façon et les symboles, chacun. Comment il voit le signe, comment ça. Nous avons aussi bien sûr Bachir Moussadak qui aussi
peut-être il y a 2 petits tableaux, peut-être très très en pyrogravure, comme par hasard. Il a 2 petits, mais c'est très très simple. On voit, il travaille une technique un peu... En même temps, nous avons bien sûr Dokman, qui en même temps touche un peu tout ce qui est patrimoine, c'est-à-dire Tassili, signe. Bon, il est un peu polyvalent, mais il aussi s'inspire du signe aussi, donc on a mis aussi. Anna Tani, bien sûr, bon, Gumroud, bien sûr, je suis avec eux. Anna bon, Anna Nariman, elle travaille aussi, elle s'inspire un peu d'une manière plus libre sur le signe, Sharfawi. Ou Anna la tout nouvelle, très dynamique. Là, on voudrait avoir beaucoup de femmes. De femmes et en même temps de la nouvelle génération, parce que c'est une continuité. On ne peut pas rester un groupe fermé, etc. Il faut toujours renouveler, il y a des échanges, en même temps le flambeau, etc. etc. Donc, elle s'appelle Nour Zraimi, c'est-à-dire Taïbne Zraimi. C'est une jeune de Blida. Elle est très intéressante. Quand j'ai découvert son profil, vraiment, elle fait de la sculpture, du graphisme, elle veut faire toutes des recherches sur le patrimoine algérien. Elle est très dynamique, c'est une avocate de profession, etc. Donc voilà, grosso modo, je pense qu'on n'a oublié personne, non? Et bien sûr, Mohamed Sahraoui. Voilà, c'est la pêche qui va me ramener vers Momo. Voilà, Momo Sahraoui, bien sûr. Moho, pas Momo. Allez-y. On rigole. C'est moi qui écorche et puis après je... Alors, donc voilà, depuis les années 80, voilà, je dirais oui, 90, où vous aviez vos contributions dans les différents tabloïds, par des caricatures, des dessins de presse. La presse. Voilà, vous avez fait beaucoup de chemin et vous êtes, comment dire, vous avez développé aussi votre pensée et même vous avez essayé donc de parfaire votre formation dans la mesure où vous avez fait quand même des études en philosophie d'art. Oui, à Paris 8, oui. à Paris. Voilà. J'avais 45 ans. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, en plus, le but, c'était réellement de pouvoir se libérer, en fait. Parce qu'en création, le plus grand danger d'un créateur, c'est de devenir prisonnier de sa création. Oui. Et c'est vrai qu'à un certain moment, je pense que tous les peintres, on a un grand problème, c'est de se répéter sans qu'on se rende compte, en fait. Oui. Parce que parfois, on a des thèmes qui vont revenir parce qu'on pense qu'on ne les a pas bien traités, quoi. Et donc, on a toujours ce besoin. Et donc, à 45 ans, je prends mes clics et claques et je vais m'asseoir sur des bancs d'université avec des jeunes de 19 ans, de 20 ans. C'était une expérience 3 ans très particulière, mais je suis revenu libéré et pouvoir aller où je veux. Absolument. Donc reprendre l'encre, même égayer ou peut-être aérer ma manière de mon travail. Déjà avant, le sable était complètement sur la table. Le sable était support. Et je reviens avec une partie sable support et sable expression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le dessin devient le trait que je fais au fusain ou au crayon, il va devenir du sable. C'est-à-dire que je dessine avec du sable. Le sable, pour moi, c'est très important. Pour moi, le sable, d'abord, c'est la cendre d'une montagne. D'accord. Et donc, j'essaye de cette cendre, de cette montagne, redonner vie. Et le sable me permet aussi, peut-être, le but... qu'il y a un grain de nostalgie. Voilà, on peut rester dans dans le jargon, dans le même jargon, c'est-à-dire que ces grains de sable viennent peut-être de votre pays d'origine, puisque vous ressentez le besoin, en tout cas, d'exposer en Algérie. En septembre dernier, donc, vous avez offert au public algérien, donc il vous manquait beaucoup, une première exposition personnelle abritée par la Galerie Racine, et je pense que ça y est maintenant, hein, vous avez... Ah, mais maintenant c'est bon, je pense qu'il y aura plein de programmes, j'espère, en tous les cas, j'espère pouvoir revenir souvent, parce que nous, dans l'exil, en fait, moi, sincèrement, j'ai certaines peintures en France, il y en a une, je l'ai faite récemment, mais je pense qu'elle ne peut qu'être bien accueillie qu'ici, en fait. Oui. Je pense que oui, la peinture elle reste universelle, c'est un langage pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai besoin que les Algériens voient mon travail. J'ai besoin de ça. Parce qu'il est fait déjà pour eux, il est fait par eux. Moi, il m'inspire beaucoup. C'est mon histoire. L'Algérie, elle est tout le temps présente dans ma tête. Est-ce que c'est pareil pour Mihoub Abdelwaheb, donc alias Houba? Oui. Est-ce que vous aussi, vous ressentez le besoin d'être face à votre public algérien souvent, moi, ou est-ce que vous exposez aussi là-bas? J'expose peu là-bas, j'expose plus ici. Beaucoup que là-bas. plus en Algérie. Voilà. Oui.
J'expose plus ici pour nous faire découvrir à notre jeunesse cette technique. Voilà, qui est... C'est une technique, certes, qui est très particulière, mais aussi c'est un beau voyage à travers le pays. Oui, parce que moi, c'est un type, voilà, je fais un type de l'Algérie, quoi. C'est un peu l'histoire, comment on vivait nos parents, où on vivait, avec quoi, les habits, en tout cas, vous vivez dans une très belle région que j'ai eu l'occasion de visiter. Touggourt est magnifique, tout simplement, parce qu'il y a des paysages féeriques dans cette belle région. Il y a aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup de sérénité, je dirais. On a été d'artistes aussi. Oui, beaucoup d'artistes. Halim Zlami. Halim Zlami, c'est un bon ami. Très bien. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour s'il nous voit. C'est vrai. Bonjour, Halim. Il a une palette extraordinaire, Halim. Et on le salue s'il nous écoute ce matin. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, messieurs. Mihouba Abdelwahab alias Houba, pyrograveur. Et puis, Mohamed Sahraoui, artiste peintre, plasticien, également sculpteur. Et puis Majid Gamroud, dont les œuvres sont visibles jusqu'au 23 mars prochain à la galerie de la Fondation Asla. C'est en plein cœur d'Alger. Je peux rajouter peut-être... Mais brièvement. Brièvement. Samedi prochain. Oui. À la Galerie Asla, essentiellement avec des musiciens, on fera une performance. Je peins avec des musiciens. Ça, on ne l'a pas dit parce que monsieur Mohamed Sahraoui est un spécialiste des performances musicales. Voilà, aussi. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Merci infiniment. Merci donc, messieurs, et tout de suite, on va parler art culinaire dans un instant, après ce reportage qui nous emmène droit vers le Salon international du fromage à Tizi Ouzou. Bassin laitier de premier ordre, Tizi Ouzou est aujourd'hui leader incontestable dans la production des fromages. Houssine Talbi, natif du village de Tezmelt, a pu réaliser son rêve en concrétisant son projet d'investissement dédié à la production et la transformation du lait cru. Notre village est réputé pour la disponibilité du lait. Dans notre atelier, nous fabriquons du camembert à base de lait de vache à 100%. Nous sommes très contents que ce festival ait lieu. C'est une occasion pour faire connaître nos produits. Notre but est de satisfaire nos clients en leur offrant un produit de qualité. Nous espérons exporter à l'avenir et honorer ainsi notre pays. Plusieurs exposants ont pris part au Festival international du fromage de Tizi Ouzou, une occasion de mettre en avant la qualité des fromages très compétitifs et promouvoir le produit local. Ces investisseurs ont bénéficié d'un accompagnement à travers des mécanismes leur ouvrant de nouveaux horizons. Nous avons exposé nos fromages fabriqués à Yakouren. Ils ont beaucoup plu aux visiteurs et cela nous a fait énormément plaisir. Nous avons également échangé les idées avec les producteurs de fromage que nous avons rencontrés. Ces jeunes-là excellent vraiment dans la production de fromage. Le goût est exceptionnel. Leurs produits peuvent concurrencer les fromages importés. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée est très importante pour assurer une production de qualité. C'est un pas en avant. Nous nous améliorons petit à petit. À travers ce festival, nous avons lancé un appel aux jeunes pour investir dans le domaine des fromages car les potentialités de la wilaya de Tizi Ouzou ne sont plus à démontrer. Elle est classée parmi les premières dans la production de lait. Ceci est le fruit des financements octroyés par la Badr, que ce soit à travers les microcrédits ou bien la NAD, ou par le biais du crédit et Tahaddi, la convention entre la Badr et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le développement de la filière lait, une nécessité pour couvrir les besoins du marché local en produits de qualité et en quantité suffisante. C'est Majda Jahmoun qui nous a offert ce reportage et puis donc une belle transition vers la dernière ligne droite qui nous permettra de parler d'art culinaire, bien sûr à travers la présence parmi nous de Siham Arhab, chef cuisinière, formatrice et directrice d'une école d'art culinaire dont on parlera tout à l'heure et on a été ravis justement de vous inviter et puis de vous recevoir, Siham Arhab. Merci, bonjour Ratia, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, surtout que vous êtes une grande connaisseuse de l'histoire de l'art culinaire algérien, n'est-ce pas? Exactement, et on essaye de transmettre tout ça à travers nos ateliers, donc l'école Escale Gourmande, on touche un petit peu au sucré, salé, les plats traditionnels,
Surtout que c'est un petit peu la période en ce moment, on prépare, il y a le mois sacré qui arrive comme ça rapidement. Oui. On est en train de préparer. Et vous avez tout organisé ça. justement des sessions spéciales pour des dames qui voulaient justement se préparer à l'occasion du Ramadan, mais aussi toutes ces nouvelles mariées qui désirent justement parfaire un petit peu leur talent culinaire. Exactement, c'est un petit peu l'occasion pendant le mois de Ramadan de faire montrer le savoir-faire. Oui. Et puis, qui m'a raconté, les nouvelles mariées ont tendance un petit peu à apporter des nouveautés, que ce soit en dessert ou là. Épater monsieur. Épater monsieur et la belle famille, bien sûr. Et puis gagner leur cœur, parce qu'on dit que c'est le chemin vers le cœur. Hein, on passe par. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a fait des ateliers comme Dioul, par exemple. On a fait vraiment à l'ancienne sur le. C'est-à-dire avec. Oui, c'est-à-dire que voilà, avec la touche vraiment ancienne. Vous êtes un peu conservatrice quand il s'agit des plats de l'héritage. Je trouve que c'est très important parce que, comme chaque fois je le dis, moi j'ai hérité ces recettes de ma mère et de ma grand-mère et je voudrais bien les transmettre telles. C'est-à-dire, faut pas. Parfois, c'est vrai, on apporte quelques modifications par rapport à la décoration, à la présentation de l'assiette, mais après, il faut pas trop toucher la base du plat parce que le plat il change complètement. Parfois, je trouve qu'ils rajoutent des épices que ça ne nécessite pas, parce qu'on ne peut pas mettre comme ça n'importe quelle épice. Absolument. Il faut choisir, il faut jouer sur le goût, sur le mélange des épices. Donc je trouve que c'est très important de garder les plats traditionnels tels quels. Après, apporter des nouveautés, faire des créations. En parallèle, avoir ses propres créations, c'est toujours bien, bien sûr. Exactement. Voilà, après travailler un petit peu la présentation, comme vous le dites et tout. Oui. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut quand même préserver ce qui est acquis. Exactement. Et bien sûr, ça permet aussi de le transmettre de génération en génération. Et c'est comme ça qu'on garde, au fait. Voilà, c'est comme ça. Notre identité. L'identité, ça fait partie aussi du patrimoine culinaire, c'est aussi l'identité algérienne. Donc il faut savoir préserver tout ça, il faut savoir aussi exporter ça un petit peu à l'étranger en faisant des expositions, en faisant connaître les plats traditionnels, parce qu'on en a quand même. Étant un grand pays, chaque région sa spécialité. Le couscous, il y a des centaines de recettes de couscous. Donc, on a quand même une très, très large gamme. Fort heureusement, le couscous a été classé voilà, il y a quelque temps, il y a peu de temps. Test Atlas, oui, on était contents à la fois passé par rapport à Makrot al-Louz. Là c'était bien. Là, c'était bien. Oui. Voilà, Makrot al-Louz qui a reçu énormément d'éloges de la part du jury du concours où il a pris part. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Oui, ça fait plaisir. Inch'Allah, ça va continuer dans ce sens-là. Donc voilà. On a montré énormément pendant que vous parliez. Je sais que vous n'avez pas vu ce qui passait à l'antenne. Il y a eu énormément de belles images qui nous ont un petit peu titillé les papilles. Du coup, on a envie vraiment de goûter. Je vous invite à goûter le chocolat. Hier, on a fait... Ah, c'est récent. Hier, on a fait un atelier spécial chocolat, mais c'est du chocolat artisanal. Oh, c'est gourmand. Donc, je vous laisse goûter le... Voilà, d'accord, en direct. En direct, voilà. Je vais vous donner mon appréciation. C'est artisanal, c'est-à-dire c'est fait avec du bon chocolat. Il y a du praliné à l'intérieur. C'est avec Chef Myriam que je salue. C'est elle qui a fait, elle a consacré ses études au chocolat et elle a fait ça, de ça sa passion, son travail. Elle est très passionnée par son travail. Voilà, c'est elle aussi qui va faire les verrines. Oui. Et puis voilà, ce sont aussi des stagiaires, ces dames qui ont appris dans votre école sont aussi généreuses que vous. Et il faudrait qu'on parle un petit peu de cette belle initiative qui m'a vraiment touchée par rapport à ce mois de Ramadan, parce que vous allez vous dévouer pour cuisiner justement pendant tout un mois gratuitement, donc bénévolement. Donc avec mes stagiaires. Avec vos stagiaires. Voilà. Donc vous allez vous mobiliser avec 2 pionniers en la matière pour ce qui est des restaurants, justement, comment les appeler, donc ces restaurants pour personnes démunies. On va dire les restos du cœur. Restos du cœur, bon, c'est un mot qui revient souvent ailleurs, voilà. Mais parce que c'est fait avec cœur. Absolument. Et ça va droit au cœur. Et moi, j'encourage tout le monde à faire comme ça des petits gestes pendant le mois de Ramadan. C'est une fois dans l'année, il faut profiter. Moi, avant,
Je vous dis sincèrement, avant je ne connaissais pas tout ça, je n'étais pas dans ce domaine-là. Vous étiez plus dans la thérapie parce que vos ateliers, tout le monde le dit, ce sont des ateliers thérapeutiques. Exactement. Non, après, j'étais chez moi, je pensais à cuisiner pour ma petite famille. Alors, il fallait penser à faire un dessert le soir, à faire une crème le soir. Mais j'ai compris, après j'ai vu que c'est bien de partager avec les autres aussi. Absolument. Voilà, parce que on est en ce moment la vie est un petit peu dure. Absolument. Et certaines personnes n'arrives pas, certains pères de famille n'arrivent pas. Certaines personnes. Il faut dire qu'il y a des personnes qui sont dans le dénuement et il faut avoir une pensée pour ces gens-là. En fait, ceux qui vous ont contaminé, ce sont ces jeunes qui ont cet espace qu'ils ouvrent chaque mois de Ramadan. On va les citer quand même. Voilà, bien sûr, mais c'est eux les plus... Ce sont les pionniers, on les a reçus il y a quelques années et ils continuent. On est heureux de savoir qu'ils continuent l'aventure. Ça fait 12 ans, exactement. Ça fait 12 ans que Ariles et Youba, que je salue, et je les remercie pour l'initiative Hadouma, parce que le restaurant Marco Polo, et chaque Ramadan, ils consacrent l'espace du resto. L'Abr Sabil. Exactement. L'Abr Sabil, donc pour toutes ces personnes qui désirent avoir un repas chaud et qui sont peut-être des étudiants qui sont loin de chez eux. Exactement. Voilà, toutes ces familles qui n'arrivent pas, et qui conservent toute leur dignité parce qu'ils peuvent aussi s'attabler chez vous, donc dans cet espace. Alors il y a 150 personnes qui mangent, c'est-à-dire sur place, et à peu près dans les 250, c'est-à-dire à emporter. 250 repas à emporter. Oui. Si la même opération se renouvelait un peu partout dans le pays, on aiderait tout le monde. Oui, et c'est pour ça que je fais un autre appel pour les candidates Kamel Lijazou, l'école Escale Gourmande. Et surtout que les Djouna Kamel Chatrat Lahibar, Kamel Yarfou Ytaïbou. Alors, essayez de faire un petit passage de 1 heure. C'est-à-dire, nous, l'une coupe l'oignon, épluche les légumes, exactement. L'une cuisine, l'autre prépare. Et croyez-moi, on passe de très bons moments. Alors, il y avait Sarah Oujfoun qui a fait l'initiative il y a 2 ans de cela, c'est-à-dire avant l'année passée. On s'est rencontrés là-bas avec les stagiaires. On l'a, croyez-moi, passé de beaux moments. Il y avait il y avait une petite ambiance, on cuisinait tout ensemble et ça faisait plaisir. Et c'est un bon moment de partage. En tout cas, ça nous a fait énormément plaisir de vous recevoir, Siha Marhab. Merci beaucoup, Razia. Je rappelle que vous êtes chef cuisinière et formatrice, directrice de l'école d'art culinaire Escale Gourmande. Escale Gourmande. Une dame au grand cœur. J'espère que vous aussi, cela vous a inspiré. On vous souhaite en tout cas, pour ceux qu'on ne rencontre pas peut-être la semaine prochaine, de passer un excellent Ramadan et de passer d'abord une belle et agréable journée. Merci encore et merci à tous ceux qui étaient là.